Nul ne chantera de chansons en notre mémoire. Nous sommes les seuls à porter notre deuil. Nos traditions et nos souvenirs ne vivent que dans les présentes annales, les annales d'Opale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Annales d'Opale. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas la charmante voix de Cook qui m'accompagnera, mais bien celle de Céline Chevet. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue au coin du feu, bienvenue dans le campement. Donc Merci. aujourd'hui, ça sera une émission un peu particulière parce que ça sera la première interview sur la chaîne, sur le podcast. Donc, écoute, on est là pour parler de toi aujourd'hui. On va se tutoyer, hein. Pas de souci. Et parler de ton roman qui vient de sortir aux éditions du Chat Noir et qui s'appelle Les chaînes du silence. Donc j'en ai fait... écoute, on aime bien, enfin moi personnellement j'aime bien avoir cette démarche d'interviewer des auteurs français parce qu'on a quand même une belle littérature, surtout dans ce qui est fantastique et dans le domaine de l'imaginaire plus globalement. Et comme je le disais dans ma chronique, la littérature vampirique c'était un de mes premiers amours et je t'avoue que tu m'as redonné le goût quand même. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties, donc j'avais peur un peu de marcher sur les plates-bandes de ce qui a déjà été fait et de ne pas renouveler le genre. Donc c'est vrai que quand on a écrit ce qui a déjà été fait mille et une fois, finalement ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Mais j'imagine, ouais, puis finalement le but est assez est atteint, je te dirais. Donc, ça fait plaisir. De toute façon, tu vas nous en parler un peu plus longuement. Donc, pour débuter l'interview, comme toutes les interviews, je vais te donner le mot du début. Et je te laisse faire une petite présentation. Et voilà. Ok, je suis jamais très douée d'ailleurs pour les présentations. Donc... Fais comme tu le sens. Ok, alors moi je suis une très jeune autrice, on va dire. Enfin, pas jeune au niveau de l'âge. Hein. Merci Mochi pour cette petite interruption. T'inquiète pas, on aime les animaux ici, y a pas de souci. C'est la bête qui est à l'arrière. Donc oui, je suis pas autrice depuis très très longtemps puisque j'ai publié mon premier livre en 2017, je crois. Et c'est vrai que je publie aux éditions du Chat Noir, du coup, mon deuxième roman avec Les chaînes du silence. Et j'écris principalement de la littérature fantastique, puisque c'est vrai que j'aime m'éloigner un petit peu de tout ce qui est réel, finalement. J'aime m'évader, et c'est exactement ce que je lis également, science-fiction, imaginaire, fantastique. D'accord. Voilà. Bon, c'est parfait. Dis mon nom, peut-être. Ou ça suffit. Vas-y, ouais, pas de problème, vas-y, je t'en prie. Donc, Céline Chevet, française, 31 ans. Et voilà, ça y est, je crois que tu as fait ta présentation, tu t'en sors bien. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit dans le macro, c'était quelque chose de vraiment très réussi. Et je pense que ça n'a pas vraiment été évident de réécrire le mythe du vampire sans tomber dans le réchauffé en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir quelle approche t'as eu quand tu t'es lancé dans l'écriture du livre. Il y a eu dans cette écriture plusieurs phases, on va dire, contrairement à d'autres romans que j'ai vraiment écrits d'une traite. Celui-là, il a eu plusieurs étapes. Il a eu plusieurs étapes dans le sens où il est venu d'un rêve en fait, et donc il y a eu d'abord une première écriture qui est venue de manière assez fluide, qui est d'ailleurs l'histoire de Nathanaël. D'accord. Et dans une deuxième étape en fait, qui est venue plutôt d'une réflexion. On va dire plus poussée sur le sujet et aussi de discussion. Il y a eu cette deuxième vague en fait qui s'est développée au niveau justement de la question de la nature, de la place de l'homme dans la nature. Et il y a eu ces deux protagonistes aussi qui, avec leur pèlerinage un petit peu, qui sont le vampire et la petite fille, et qui sont venus se greffer à l'histoire. Donc ça a été vraiment deux grosses phases de développement de ce roman. Mais avant tout, c'était plutôt un développement du mythe du vampire. Il était vraiment au centre de tout, et c'était la question de « et si l'homme n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire ? Et si quelque chose de supérieur venait troubler son sentiment
de supériorité justement, et si l'échelle de valeur en fait était troublée, pour lui, quel sentiment aurait-il? En fait, ça venait d'un questionnement plutôt. D'accord, mais je pense que c'est assez bien passé de toute façon Enfin, le message est vraiment bien passé dans le roman. Donc, bah oui, au final, c'est donc ça vient d'un rêve alors, du coup. Oui, c'est les vampires qui vraiment me sont apparus en rêve avec cet entre-monde et tous ces bras blancs qui s'étiraient vers eux, et cette manière dont ils avaient de bouger, de se déplacer. C'est vraiment ce type de vampire-là. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir dans les films, dans les livres que je lis. C'est un autre type de vampire, et j'avais envie d'en savoir plus sur eux. Donc c'est vrai que je les ai développés dans mon imaginaire. Bah, c'est peut-être justement parce que ça vient d'un rêve aussi et que les rêves c'est propre à chacun, donc c'est peut-être possible que ton interprétation du truc elle ait été originale au final parce que déjà la démarche de base a été originale. Oui, c'est vrai que l'inconscient nous fait développer des images des fois un petit peu loufoques, mais aussi assez éloignées de la réalité. Donc des fois, il faut s'en inspirer, il faut aller chercher justement là où c'est le plus déformé pour trouver des choses un peu originales. Ouais, bien sûr, puis bah, je pense que ça a fonctionné. Dans ton roman, du coup, il y a vraiment énormément donc de personnages. Tu le disais tout à l'heure, il y avait le vampire et la petite fille, Nathanaël et Kael, plus d'autres personnages. Ton processus créatif vis-à-vis de tout ça, parce que concrètement c'est conséquent, comment est-ce que tu as géré l'écriture ? Souvent, en fait, les personnages, enfin, on va dire quand c'est bien écrit, entre guillemets, c'est-à-dire que quand je sens bien le livre, les personnages se mettent à vivre tout seuls. Je commence à perdre à un moment le contrôle. Si je les ai bien décrits au départ et si je les ai bien dans la peau, ils finissent par rencontrer eux-mêmes les gens qu'ils ont besoin de rencontrer. Donc finalement, il n'y a pas de personnages qui sont des rencontres en fait qui sont forcées. C'est-à-dire que quand il y a un moment donné où il est nécessaire que sur leur chemin, sur leur pérégrination, il y a besoin qu'ils évoluent, qu'ils rencontrent quelqu'un, qui change leur point de vue, bah, il va y avoir un personnage qui va se mettre sur leur route. Il va y avoir une aventure qui va apparaître. Et donc, du coup, naturellement, un type de personnalité va répondre à ce besoin-là. Donc, c'est vrai que ça vient comme ça. Et cette personne-là, c'est un peu un chemin qu'on croise et qui va faire un bout de parcours avec eux et qui va s'en aller. Comme dans la réalité, finalement, on croise les personnes, on fait un bout de chemin avec eux, et puis quelquefois, on garde jamais contact avec ces gens-là. Donc, que ce soit pour Nathanaël ou pour Kael, finalement, les personnes qu'ils rencontrent, je pense notamment à Nathanaël et quand il rencontre ce fameux vampire, enfin semi-vampire dans la grotte, bah voilà, c'est un petit peu ce côté-là aussi. C'est une rencontre qui est à la fois fabuleuse, à la fois inattendue, quelqu'un qui va jamais rencontrer à nouveau, mais pourtant qu'il était nécessaire de rencontrer à ce moment-là. Ouais, parce que du coup ça va lui amener des réponses à ses questions. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement, moi je trouve ça très philosophique comme démarche, parce que c'est vrai qu'il y a des questions, il y a des réponses qui sont très personnelles, parce que c'est ton point de vue au final, parce que c'est toi qui as écrit le bouquin. Et on a vraiment l'impression que toutes les rencontres, ou souvent les rencontres, sont faites pour amener une réflexion en fait. Oui, mais ça n'a pas été forcément réfléchi à l'avance, enfin pas dans mon processus de création. C'est-à-dire que souvent les personnages font un peu ce qu'ils veulent. C'est aussi un problème que j'ai après au niveau de la réécriture, c'est-à-dire qu'il faut que ça colle. Après, il y a souvent un gros travail de réécriture quand même. Mais c'est vrai que les personnages en font un peu qu'à leur tête, et c'est vrai que il y a un moment donné où, pof, il y a un personnage qui apparaît de nulle part et je me dis, bah tiens, c'est la bonne rencontre. Et les dialogues s'écrivent un peu d'eux-mêmes. D'accord. Ok. Donc au final, ça n'a pas été non plus très compliqué de gérer les personnages, au final. Non, du tout. Quelque chose qui transpire aussi dans ton roman, c'est l'époque, la période historique dans laquelle tu as décidé de placer tes personnages. Donc ça se passe au temps de la révolution industrielle. Et pourquoi avoir choisi cette période-là précisément ? Je pense que ça vient peut-être de ma passion pour Miyazaki et Princesse Mononoke. Ah oui. C'est vraiment un animé qui m'a énormément influencée, notamment pour ce livre-là. Je suis absolument fan et je cache pas du tout mon inspiration première. Et c'est vrai que... Ça se ressent, hein, je te rassure.
Oui, bah c'est clairement, je suis très très influencée par cet univers-là et je le crie haut et fort. Oui, ça a été une grande source d'inspiration. Et c'est vrai que je trouve que c'est une période en fait où l'homme a, c'est énormément, enfin c'est très disparate. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui se sont beaucoup développées très rapidement, des villes où il y avait beaucoup d'argent aussi à mettre dans justement dans le développement des trains, des voies, des usines, etc. Et d'autres en fait qui ont été très éloignées de tout ça et qui sont restées justement à une ère un petit presque médiévale où il a fallu s'adapter et ça a été assez compliqué. C'est un peu le cas du village de Gaeul. Voilà, ils ont développé des imprimeries, mais à côté de ça, ils étaient au niveau de l'agriculture. Ils sont restés pendant très longtemps avec les vieilles méthodes. Mais finalement, c'est une époque voilà, où l'homme prenait du terrain sur la nature sans en comprendre les conséquences. Donc il en avait besoin de toute façon pour son développement. C'était un besoin presque vital. Et pourtant, ces œillères qui se mettaient vis-à-vis du respect de la nature, vis-à-vis de la protection des cycles naturels, de tout ce qui était censé être oui, l'écoute qu'il devait avoir vis-à-vis des autres espèces, en fait, et qu'il a complètement ignoré, bah, ça a conduit finalement là où on en est aujourd'hui. Donc, je pense que la révolution industrielle, oui, c'est ce qui nous a amené, c'est un point de non-retour qui nous a amené là où on en est aujourd'hui. Mais à la fois, on peut remercier la révolution industrielle pour nous avoir emmenés au progrès. Donc, c'est un moment paradoxal pour moi. C'est une époque paradoxale. Ouais, parce que c'est une période qui a vachement écrasé la nature, où on a vraiment arrêté de s'en soucier. Mais du coup, comme tu le dis, c'est vrai que ça nous a amené quand même beaucoup de choses, parce que l'imprimerie, je pense que ça représente pas rien non plus, parce que ça symbolise aussi l'accès à la culture, parce que du coup, les journées, tout ça, l'information. Et c'est ça qui a été quand même, enfin, que je trouve assez, peut-être pas paradoxal dans le roman, mais c'est-à-dire qu'ils croient aux vampires, enfin, ils savent qu'ils existent, alors que derrière, y a quand même... ils en ont vachement peur, et derrière pourtant ils ont vachement quand même accès aux informations, tout ça, à la culture. Ils peuvent commencer à comment dire, à pas ne plus y croire, mais à essayer de rationaliser quand même un petit peu, et pas en avoir autant peur, alors que concrètement ils sont terrorisés par les créatures. Oui, mais en soi c'est exactement, quand on y pense, c'est parallèle avec les religions actuelles. On est capable d'imprimer des Bibles, des Corans, des livres sacrés. On peut finalement, de toutes les manières, publier 50 000 livres et tout ce qui reste sacré, tout ce qui reste du domaine de l'inconnu, et ben, ça continue à faire peur aux gens. Donc on arrive concrètement à cerner la place de la nature dans l'histoire. Et ton point de vue là-dessus, il est plutôt suggéré. Parce que concrètement, c'est vrai que c'est un truc que je le dis dans ma chronique, que j'aurais peut-être aimé vouloir plus développer, mais après, je comprends qu'il y a un roman à écrire et que du coup, il y a des choses qui passent avant. Mais tu pourras nous en dire plus justement sur ton point de vue là-dessus? Pour moi, en effet, dans le roman, j'ai décidé de le mettre volontairement de côté, notamment avec le choix d'écarter les bêtes de ce fameux triangle homme, vampire, bête. Ouais. Tout simplement avec le choix du point de vue, c'est-à-dire que on est sur les 3/4 du roman avec le point de vue de Nathanaël. Nathanaël ne connaît rien des bêtes. Et les êtres humains ne connaissent rien des bêtes. C'est un animal qui est presque mythique, en fait. Donc, il n'est pas logique qu'ils comprennent pourquoi elles sont là. Oui, ça... il n'était pas logique. Compris, ouais. Qu'il y ait des choses qui soient expliquées. Et même lorsqu'on se trouve dans les passages entre le vampire et la fille, même les vampires, en fait, ne savent pas vraiment quel est leur rapport aux bêtes. C'est-à-dire qu'elles sont une sorte de contrepartie, de contrepoids, en fait, à l'existence des vampires, puisqu'elles forment une sorte de binarité avec eux. C'est-à-dire là où les vampires représentent le temps, les bêtes représentent l'espace. Elles représentent la nature, le chaos de la nature, ou plutôt même la nature qui prend de l'espace, qui s'organise et puis qui à la fois se développe. C'est cette espèce d'entropie de la nature qui
qui prend de plus en plus d'espace lorsqu'on la laisse vivre. Et donc ces bêtes qui deviennent absolument gigantesques. Là où les vampires, eux, n'ont qu'une volonté, en fait, c'est de la contrôler, d'en faire des œuvres d'art, justement de la manipuler. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu ce contraire, ils s'opposent l'un l'autre. Les vampires ont besoin de la nature, justement, de cette bête qui représente la nature pour se nourrir, pour survivre, entre guillemets. Et à la fois, les bêtes effraient les vampires. Donc il y a toujours ce lien entre les deux. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils sont un peu les deux faces d'une pièce. Mais ils se complètent, quoi. Ils se complètent complètement. D'accord. Mais en soi, la nature, elle n'existerait pas non plus sans les... Ouais. C'est pour ça que pour moi, quand j'ai écrit ce roman-là, il y avait une sorte de volonté de détruire cette binarité, cette dualité qu'on a toujours à voir les choses en blanc ou en noir, toujours à vouloir penser qu'il y a le bien, il y a le mal, il y a la vie, il y a la mort. Il y a une espèce de volonté de voir les choses de manière cyclique, c'est-à-dire qu'on inclut l'homme comme un troisième œil, un troisième sommet du triangle, et donc justement, les bêtes et les vampires ne peuvent pas représenter à eux seuls la nature. L'être humain doit en faire partie. D'accord. Et justement, par rapport aux bêtes, tu parlais de Ghibli tout à l'heure, mais en fait, on peut carrément pas y voir une référence. Là, tu t'as carrément écrit ça en pensant ou en rendant hommage au studio, en fait, oui. Justement, non ? Oui, clairement. Ah oui, c'est clairement une référence, un clin d'œil au studio, oui. D'accord, ok. Parce que même dès la couverture, je t'avoue d'ailleurs que c'est ça, moi, qui a attiré l'œil. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est vrai que, bon... Et après, je me suis intéressé, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais au premier abord, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un super hommage. Merci. Non, mais je cache pas mes infos. Pour mon premier roman, La fille qui tressait les nuages, je me suis inspirée, j'ai été, moi, très influencée par la littérature de Murakami. Il y a clairement des clins d'œil à Murakami dedans. Là, dans celui-là, c'est des clins d'œil au studio Ghibli et notamment à Princesse Mononoke, qui a vraiment marqué ma jeunesse et que j'ai dû regarder, je sais pas, 15 fois. Ouais, j'imagine. Donc oui, ce sont des œuvres que j'admire énormément, et si je peux leur rendre hommage d'une manière ou d'une autre au travers de ce que j'écris, je le fais. Et si les gens me disent mais c'est il y en aura qui pourront dire c'est du plagiat. Non, c'est un hommage. Et il y a une différence entre le plagiat et l'hommage, en fait. C'est-à-dire que de toute façon, tu concentres pas tout ton roman sur ça. Je veux dire, les références qui sont là, c'est quand, par exemple, les bêtes meurent ou quoi que ce soit. Là, oui, on peut se dire c'est une référence. Mais vu que tout le roman n'est pas basé là-dessus, d'ici à dire que c'est du plagiat, ce serait quand même gros. Oui. Et puis, je pense que si je le reniais, voilà, si ma création, tout ça. Mais non, j'admire vraiment l'imagination des studios, la manière dont ils ont pensé ça. Et je pense même que ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment toute la culture japonaise qu'il y a derrière. Oui. Il y a cette volonté, en fait, ça vient du taoïsme, ça vient de plus loin, en fait. C'est vraiment une volonté, en fait, de ne pas voir les choses de manière toujours arrêtée, en fait, toujours en se disant voilà, les choses qui meurent. Oui. Et puis c'est tout. On a l'habitude de le voir un peu en Occident. Non, les choses qui meurent deviennent vie, les choses qui sont vies deviennent mortes, meurent. Et puis en fait, il y a toujours cette idée de cycle qui est absolument fabuleuse et puis surtout pleine d'espoir. Et dans Princesse Mononoke, c'est sans arrêt sous-jacent. C'est absolument fabuleux, je trouve. Mais c'est vrai qu'après, niveau hommage à la nature, celui-ci, c'est peut-être ce qu'ils ont fait de mieux, je pense. Ah oui. Et puis la place de l'être humain est dedans très peu manichéenne, en fait. C'est ça qui est beau. On montre pas l'être humain comme quelqu'un de mauvais, même... je crois que c'est Dame, je sais plus, Eboji, ou je sais plus vraiment son nom, mais finalement,
mène la je crois que c'est révolution. Dame Eboshi, ouais, ou quelque chose comme ça. Eboshi, voilà. Mhm. Elle est aussi fabuleuse. C'est un de mes personnages préférés. C'est peut-être mon personnage préféré dans ce... Ouais, et puis c'est vrai qu'après les figures féminines là-dedans, c'est quand même quelque chose de très rude et non, c'est vrai que c'est une merveille hein, cet anime. Donc le gros morceau du roman maintenant. Donc tout au long du livre, pardon, je pense qu'on peut dire que l'être humain, il est vraiment malmené, concrètement. Comme s'il était remis à sa place. Du coup... Mais non, à peine. Pourquoi avoir pris, entre gros guillemets, les humains pour cible? Si t'as un message à faire passer, ou pas? Non. En fait, je pense que ça a été... c'est pas vrai. En fait, c'est pas c'est pas la question derrière. Le questionnement de ce roman, ça a été plutôt... On a tendance, en fait, à se considérer parce qu'on est soi-disant plus intelligent. On a une intelligence qui est très aiguë et parce qu'on a une conscience de soi, une conscience de la mort, etc., qui est soi-disant plus importante que celle des animaux. On a tendance à considérer notre valeur comme supérieure. Et je me suis demandé, est-ce que la vraie valeur d'une espèce doit être basée sur son intelligence et sa conscience de soi? Et je me suis dit, voilà, et si on avait du coup une espèce qui avait une intelligence et une conscience du monde et de l'univers et d'elle-même qui était supérieure à l'homme, est-ce que du coup ça lui donnerait une valeur, ça donnerait une valeur à sa vie qui est supérieure à celle d'un être humain? Est-ce que dans ce cas-là, l'être humain se retrouverait comme du bétail? Ouais. Et de ce questionnement-là, ce livre a découlé. Donc ça a été une sorte d'aventure en fait que j'ai vécue moi au long de l'écriture. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas, finalement, je ne dis pas à la fin de mon roman, oui ou non, je ne donne pas une réponse. Et le lecteur, d'ailleurs, trouvera sa propre réponse lui-même. C'est juste ce livre, c'est un questionnement. Oui, c'est Donc, vrai. ce que j'essaye, en fait, ce que je me suis juste dit, c'est que, est-ce que c'est pas finalement l'empathie, la vraie valeur que les êtres humains et que les animaux, justement, ont en commun? Est-ce que c'est pas ça qui rend tout le monde, toutes les espèces égales? Oui. Et il me fallait un être humain excessivement pur, excessivement innocent et gentil, en fait, pour pouvoir ramener toutes les espèces à la même échelle. Et c'est pour ça que Nathanaël était, même s'il en a énervé beaucoup, beaucoup de mes lecteurs, par sa passivité. D'accord. C'est pour ça que Nathanaël était un être humain idéal, en fait, pour effacer les différences entre les espèces. Effacer les différences entre les bêtes, entre les vampires, entre les animaux, mais aussi justement entre lui, Kael, ou même la mère de Kael. Justement, ramener tout le monde un petit peu sur un pied d'égalité en montrant que voilà, lorsqu'on a un tant soit peu d'empathie les uns envers les autres, ça efface les différences, quelle que soit l'intelligence des uns et des autres. Oui, je comprends mieux maintenant. D'accord. Donc, c'est pas montrer finalement que l'être humain est ou que quand on a une espèce, une intelligence supérieure, forcément, on surpasse tout le monde et on peut se permettre dans ce cas-là de négliger les autres. C'est juste que, est-ce que, finalement, le questionnement, c'est est-ce que on place la valeur de l'existence des uns et des autres au bon endroit? D'accord, ok. Je pense que tu as éclairé une lanterne pour ma part, en tout cas, parce que c'est vrai que... Bon, je me suis dit, quand j'étais en train de lire le roman, je me suis dit, putain, on en prend plein la tronche quand même. Mais en effet, maintenant, je comprends mieux. D'ailleurs, en continuant à parler des humains, t'es arrivé avec une société. Ce qui est un truc limite typiquement humain, surtout que là on est dans une époque où ça se met vraiment en place et tout ça. Mais t'es arrivé aussi avec une société vampirique. Ça quand même c'était couillu de faire ça parce que concrètement nous l'image qu'on a du vampire c'est un être assez solitaire au final qui vit dans un château en haut d'une colline au milieu des toiles d'araignée. Donc on sent vraiment que tu as travaillé cet aspect là du roman, vraiment le côté société. Comment t'es arrivé à mettre ça en place? Tu t'es inspiré de quelque chose en particulier ou c'est quelque chose qui a découlé comme ça?
Ça a plutôt découlé comme ça. En fait, c'est parce que peut-être j'avais pas cette vision du vampire comme un être mort déjà. Je pense que ça m'a fait rire un petit peu quand t'as chroniqué mon livre et t'as commencé en disant voilà, c'est marrant parce que d'ailleurs Nathanaël il sauve un vampire qui est censé être quelqu'un qui est mort. C'est ça. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai que je l'ai jamais ça. Ou du moins je me suis dit un humain peut devenir un vampire lorsqu'il meurt, mais ça veut pas dire qu'un vampire est un humain mort. Tu vois? Ouais. C'est pour moi en fait, il y a pas de, ça va pas dans les deux sens. Donc le vampire peut donner naissance à un vampire, mais en soi c'est une espèce qui est différente de ce qu'on voit dans les contes justement de vampires. C'est-à-dire que pour moi c'est pas ce sont pas des humains morts en soi, c'est une société à part, c'est donc une espèce à part. D'accord. Et ça, forcément, étant une espèce à part, ils ont des codes sociétaux. Et je les voyais comme des chasseurs, en effet, puisque forcément, c'est influencé par les lectures que j'ai fait sur les vampires. Donc, ils ont quand même ce côté chasseur, ce côté animal. Oui, bien sûr. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever au final. Hein. Voilà, ça reste dans l'imaginaire collectif de toute façon. C'est ça. Ils ont un côté très animal, c'est clair. Mais je voyais plus ça comme des meutes de loups. C'était vraiment l'animal qui me revenait dans la tête. C'est-à-dire que pour moi, les loups, c'est vraiment des animaux excessivement intelligents, avec un système assez matriarcal en soi, où finalement les femelles vraiment protègent les petits jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus protéger les mâles, et donc du coup, elles les poussent à quitter le clan pour pas qu'ils se fassent tuer par les mâles dominants, et donc du coup pour qu'ils puissent fonder leur propre clan à leur tour. Et donc il y a les femelles dominantes qui vont protéger comme ça les petits, qui vont chasser également pour la meute. Et donc il y a un système matriarcal qui est très puissant et très fort. Et il y a une intelligence aussi de la meute qui est assez fascinante. Donc c'est vrai que j'avais un peu cette association des vampires aux loups. D'accord. Et puis à la fois, je me suis dit, voilà, s'ils ont une intelligence supérieure, ils vont, avec leur longévité, ils vont aller chercher quelque chose que nous, on n'est pas... on va pas aller chercher. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, si j'ai 1000 ans à vivre, je vais vouloir acquérir le plus de connaissances possible. Ah, bien sûr. Et une fois que j'aurai acquéri toutes les connaissances du monde, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais peut-être essayer d'acquérir les plus belles connaissances. Je vais peut-être aller chercher l'esthétisme parfait, aller chercher à aller me concentrer sur l'art, aller essayer de trouver, de créer l'art parfait. Enfin, je me suis dit, voilà, si eux, ils ont tout le temps du monde, ils vont peut-être essayer justement de se tourner vers l'art, vers l'esthétisme, vers une recherche en fait de la beauté. D'accord. Et j'ai essayé un petit peu de trouver une société qui arriverait à allier ce côté très sauvage finalement, très animal, à cette recherche de l'esthétisme parfait. Donc en fait, au final, tu t'es quand même pas mal inspiré des animaux, de la société des loups pour écrire pour mettre en place ta société, quoi. Entre autres, je pense. Oui, parce qu'ils vivent dans la forêt, donc et puis ils sont liés à la nature. De certaine manière, pour moi, il y a rien de plus intelligent que ce que la nature a déjà fait. D'accord. Après, je peux me tromper, mais dans les deux histoires que tu proposes, qui sont donc des histoires en parallèle, des récits croisés, on arrive à ressentir des liens presque fraternels entre les protagonistes. En tout cas, c'est mon point de vue. J'évite d'affirmer trop de choses parce que je peux me tromper justement, et je voulais avoir ton avis là-dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens quand même avec la famille par rapport à la société matriarcale et tout ça. Donc, est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ou pas? Ou alors est-ce que c'est autobiographique ou voilà, c'est une histoire de sentiment pour moi, ton livre, en fait, à la base. Oui, il y a beaucoup de sentiments en effet, mais c'est plutôt une recherche, puisque finalement, les vampires n'en ont pas à la base. Donc c'est plutôt, du point de vue en tout cas de Nathanaël et Kaël, oui, Nathanaël va essayer de pousser Kaël à ressentir des sentiments. Et comme justement Kaël part de l'état de bébé presque, il est plus facile de le pousser à ressentir des choses. Et c'est en ça que ça va éloigner Kaël de sa famille, mais aussi le transformer en autre chose, en quelque chose capable de sentiments.
et ça va le rendre imparfait en soi. Mais aussi parfait, c'est le paradoxe un petit peu, parce que on peut dire que voilà, d'un point de vue des vampires, ressentir des émotions, c'est presque banni, parce que les émotions, ça mène vers un jugement rationnel. On dit que ressentir des émotions, voilà, ça mène justement à ne plus être rationnel, à ne plus voir les choses de manière intelligente, à brouiller, à brouiller un peu tout, les visions correctes, à plus avoir un bon aperçu de la réalité. Donc c'est lorsqu'on veut avoir vraiment une vision claire des choses, en tout cas avoir des sentiments négatifs, c'est vu comme quelque chose de négatif. Donc d'un point de vue des vampires, en tout cas, Kael devient quelqu'un à bannir. Et d'un point de vue humain, au contraire, avoir des sentiments, ça va être quelque chose de positif. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe. Après, oui, en effet, c'est une histoire de sentiments. Le fait qu'il développe de l'empathie, tout ça, des liens fraternels, c'est un petit peu ce sur quoi je voulais mettre l'accent. Pour la question d'après, de toute façon, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc, ton roman, c'est avant tout une histoire de sentiments. Donc, ils sont des sentiments typiquement humains, alors que chez le vampire, en général, c'est carrément l'inverse. Ils sont assez froids, Et moi, la question, c'est pourquoi est-ce que tu as essayé d'inverser les rôles, et pourquoi essayer de donner des sentiments humains aux vampires, au final? C'est plutôt créer l'évolution, en fait, que je trouvais intéressant. C'est de me dire, parce que tout le monde n'en a pas, en fait, le reste de la société vampirique n'en a pas des sentiments, il ne les développe pas. C'est vraiment ces deux protagonistes seulement qui en développent, c'est Kael et le vampire. Ouais, c'est vrai que c'est une société très froide. Voilà, donc c'est vraiment eux qui en développent, et d'ailleurs, le fait d'en développer les exclut complètement de la société. Et ça, c'est un point très important aussi que j'ai voulu développer, c'est que le fait d'en développer, d'avoir des sentiments, et c'est mal vu, ça les exclut complètement, ça les marque d'une croix rouge. Donc voilà, la société vampirique, en fait, n'a pas de sentiments en soi. Leur perfection, leur recherche de l'esthétisme les pousse justement à s'éloigner de l'émotion. Mais le fait de développer des sentiments, le fait de se rapprocher de l'humain, finalement, ça a d'autres voies. Et là-dessus, je voulais faire un parallèle, en fait, qui était dans notre société actuelle. On est, en fait, je trouve, sans arrêt tiraillé. Moi-même, je le suis, et c'est plus là un peu une extériorisation par rapport à ce roman, mais moi, j'ai très souvent été tiraillée entre, souvent au travail d'ailleurs, entre des personnes qui me disaient Céline, il ne faut pas montrer tes sentiments. Au travail, on ne les montre pas, il ne faut pas les montrer trop dans la société, les gens vont les utiliser pour te faire du mal, les gens vont les utiliser contre toi, il faut toujours que tu caches tes sentiments, etc. Et d'autres personnes qui disent non, au contraire, montre des sentiments, c'est une force, etc. Ouais. Donc on entend toujours les deux discours. Montrer ses sentiments, c'est une faiblesse, montrer ses sentiments, c'est une force. On entend, je ne sais pas de ton côté ce que tu en penses, mais c'est vrai que moi j'entends souvent les deux discours. Ouais, alors après c'est vrai que moi je pense que cacher ses sentiments c'est pas la meilleure des choses, parce qu'après justement je pense qu'on en revient un peu au vampire, ça fait ça fait de toi quelqu'un de très froid au final, et alors qu'extérioriser, je sais pas si auprès de notre famille par exemple on montrait pas nos sentiments ou quoi que ce soit, non, ça ferait de nous des glaçons. Donc justement je pense que si on extériorisait peut-être plus tous nos sentiments, sans dire de se sauter tous dans les bras quand on se voit ou quoi que ce soit, ça serait peut-être une meilleure chose, surtout entre gros guillemets avec les temps qui courent, tu vois, là où on aurait finalement besoin. En société, si jamais il y en a qui les extériorisent pas, justement, ils passent pour des gens très forts, parce qu'ils sont froids, parce on a l'impression qu'ils ont le contrôle. Ouais, bien sûr. Ils passent pour des gens forts. Et donc, du coup, c'est à eux qu'on donne les responsabilités. Donc, c'est quelque chose, finalement, qui est assez paradoxal. Et plus on cache ses sentiments, plus on passe pour des gens froids, mais plus on passe pour des gens raisonnés, des gens avec un jugement qui est, du coup, très posé.
et donc des gens à qui on peut faire confiance. Et c'est ça aussi un peu le côté très paradoxal et très difficile je trouve, pour trouver des compromis, en fait. Ah oui, bien sûr. Et c'est quelque chose que je me suis dit, j'avais envie de mettre aussi dans ce roman-là, en fait, dans la démarche, le débat. Où est-ce qu'il est intéressant de trouver cette limite entre est-ce que montrer ses sentiments, est-ce qu'en ressentir, est-ce que développer cette manière-là nous exclut ou nous inclut dans la société finalement. Ouais, bien sûr, mais après, ça, c'est vraiment une question difficile. Parce que ouais, je trouve que c'est l'interprétation de chacun. Si tu veux, tu parlais du travail tout à l'heure. C'est vrai que j'aurais plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui se dévoile un peu plus plutôt qu'à quelqu'un qui cache tout et qui est froid. Moi, personnellement, ça me bloque totalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Ce roman, c'est des questionnements et pas des solutions. C'est sûr, mais c'est vraiment le côté philosophique qui m'a attiré. Hein, je t'avoue que avoir des questions comme ça, j'aime bien. C'est des lectures qui font réfléchir plutôt que de poser un truc, arriver avec un point de vue bien défini et l'imposer au lecteur. Moi personnellement, c'est pas mon type de lecture. Mais voilà, quand on a beaucoup de place dans ton roman à la réflexion personnelle. Et du coup à l'introspection, et c'est vraiment cool. C'est surtout ce côté là par rapport à la nature aussi, moi personnellement, qui me touche beaucoup. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu frustré de dire tu vois, les bêtes et tout ça, j'aurais aimé que ce soit plus développé et tout ça, mais comme disait mon acolyte Cook avec qui j'ai fait la chronique la dernière fois, peut-être qu'un jour il y aura une réponse, ou alors qu'il y aura peut-être un roman, qui sait, avec quelque chose de plus développé là-dessus. D'ailleurs, voilà, ça m'amène. D'ailleurs. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai que c'était une réflexion intéressante. Ce qui amène d'ailleurs, parce que là, on a carrément fini avec le roman, mais si t'as des projets, si t'as des choses dont tu voudrais nous parler, justement, c'est avec plaisir. Hein. Je peux parler peut-être, puisque j'ai une sortie pour les Aliénales, donc c'est bientôt. D'accord. C'est le 3 octobre, en fait. J'ai la sortie de mon nouveau roman aux éditions du Chat Noir aussi. D'accord. Ce sera un diptyque, donc il y a le premier tome qui sort en avant-première, du coup, pour le 3 octobre. D'accord. Et cette fois-ci, donc, ça s'appelle Sous les sabots des dieux. D'accord, ok. Tu peux nous dire un peu plus ? Oui, ce sera un roman historico-fantastique. Ah, ouais, tu changes carrément de registre. Qui se passe en Corée au 7e siècle après Jésus-Christ, lors de l'unification des 3 royaumes. D'accord. Donc ça parle surtout, c'est au moment en fait où le bouddhisme commence à prendre énormément d'importance. Il a été ramené de Chine en fait, et le royaume de Shilla en fait veut prendre l'ascendant sur les 2 autres royaumes de Corée. Et il demande pour ça l'aide de la Chine. Et on va suivre l'histoire d'une prêtresse chamane qui, elle, n'est pas d'accord avec ce bouddhisme qui commence à devenir envahissant, qui est aussi la religion du coup du palais royal. Et elle va être prise en fait complètement dans les fils de l'histoire, coincée entre la famille royale, le peuple qui lui est plutôt influencé par le chamanisme. Elle va être utilisée du coup par la famille royale, mais elle ne saura pas si sa loyauté va envers les dieux ou envers la famille royale. Donc on va suivre ses aventures en fait et son tiraillement entre tout cela et les fils de l'histoire. Du coup, il va y avoir encore beaucoup de questionnements, ça. Voilà, exactement. D'accord. Et c'est beaucoup de questionnements autour de la loyauté, de la religion au service du pouvoir, et aussi justement de des militaires en temps de guerre, des questionnements de la loyauté militaire en guerre. D'accord, bon, ça s'annonce super intéressant tout ça. Donc, le premier tome sort bientôt, c'est ça ? Et l'autre suivra dans la foulée ? Oui, parce qu'il est déjà écrit, donc il y a encore les corrections à faire, mais il sortira très vite. D'accord, très bien. Eh ben écoute, je te remercie. En tout cas, c'était vraiment sympa de t'avoir pour l'émission. Du coup, je te laisse le mot de la fin. Parce que c'est une tradition. Hein, voilà. Après, je pourrais t'aider, je clôturerai le truc si tu veux. Ouais, mais je sais jamais quoi dire à la fin. Bon, merci en tout cas de m'avoir reçu au coin du feu, alors. Je t'en prie, il n'y a pas de souci.
Et puis merci à tous ceux qui ont déjà lu Les Chaînes du Silence, à tous ceux qui le liront. N'hésitez pas à faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je suis toujours prête à écouter toutes les critiques constructives. Je suis toujours prête aussi à en parler. Pour moi, c'est vraiment plein de questionnements. Ce livre-là, il appartient au lecteur. Les gens peuvent y voir ce qu'ils veulent. Ils peuvent me revenir avec toutes les théories qu'ils veulent. De toute façon, c'est leur livre à présent. Donc voilà, je suis très heureuse d'en discuter avec eux. Et voilà, en tout cas, bonne lecture. C'est toujours intéressant en plus d'avoir des retours sur quelque chose qu'on a écrit avec quelque chose en tête, je pense. C'est quand quelqu'un arrive en disant bah ouais, moi j'ai vu ça à ce moment-là et pourquoi pas. Et je pense que ça doit faire plaisir de voir que le bouquin finalement fait réfléchir. Oui, il obtient une deuxième vie souvent auprès des lecteurs, et moi ça me donne toujours de voir à quel point il a pu évoluer dans le cœur des lecteurs et à quel point il peut prendre justement une ampleur complètement différente en fonction de celui qu'il a eu entre les mains. Non, mais j'imagine, ouais. Bon, merci pour tout en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Quant à nous, on va faire une petite pause estivale parce qu'on a le droit à quelques vacances quand même, surtout qu'on est juste en train de se liquéfier sous cette chaleur. Donc on vous retrouvera en septembre comme on l'avait annoncé sur le dernier podcast avec un épisode hors série, entre gros guillemets. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances, à bientôt et prenez soin de vous et hydratez-vous surtout.